Bonjour tout le monde. Merci d'être là aujourd'hui. Merci Hélène de me donner ce privilège-là de pouvoir présenter un sujet sur l'apnée du sommeil. Je suis Kimia Doré-Laplante, inhalothérapeute pour Medigaz depuis 13 ans, inhalothérapeute de pratique depuis plus de 15 ans. J'ai fait de la pratique en soins critiques à l'hôpital de Saint-Jérôme. Puis ensuite, j'ai eu l'opportunité de venir chez Medigaz pour travailler avec la belle équipe en soins du sommeil que j'ai accepté et que je suis encore ici. Je suis très heureuse. Puis là, j'ai des nouveaux souliers de gestionnaire de territoire qui me permet de faire des présentations comme ça avec vous, de vous parler de sujets intéressants, informatifs et j'espère que vous allez aimer. Alors, ce soir, on va parler des symptômes. On va parler des symptômes de l'apnée du sommeil, des symptômes qui se passent avant le diagnostic et qui peuvent, encore une fois, se produire après. Donc, on va essayer de démêler tout ça. Donc, les objectifs pour ce soir, on va parler, on va voir la définition. Je pense que c'est important de démêler un peu tout ça. C'est quoi l'apnée du sommeil? On va y revenir. On parle d'apnée quand même. On va parler des symptômes précurseurs, le traitement de l'apnée, des pistes de solutions. Puis ensuite, comme Hélène l'a dit, il va y avoir une période de questions. Donc, la définition d'un symptôme. Un symptôme est un signe ou un phénomène qui montre qu'une personne est malade ou qu'il y a un problème de santé. C'est ce que l'on ressent ou que l'on observe quand quelque chose ne va pas dans le corps, comme de la douleur, de la fièvre ou de la toux. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est ressenti. Comme Hélène c'est de la toux, de la fièvre, c'est vraiment quelque chose qu'on va ressentir. Donc, l'apnée du sommeil, souvent, c'est mélangeant, l'apnée, qu'est-ce qui se passe? Donc, peut-être que vous le savez déjà, peut-être que vous ne le savez pas. Donc, on fait un petit survol. Donc, c'est un blocage. euh, j'ai un... Désolée. C'est un blocage des voies respiratoires qui surviennent à une certaine fréquence par heure. Et si on est au-delà de 30, c'est de l'apnée sévère, 15 à 30, modéré et léger, entre 5 et 15. Il y a aussi ce qu'on appelle, il y a aussi le ronflement. Souvent, les gens vont associer ronflement avec apnée du sommeil. Ce n'est pas toujours le cas. Euh, mais pour vous montrer un petit peu ce qui se passe, désolée, pour vous montrer un peu ce qui se passe dans votre gorge. Donc, quand on respire normalement, on voit la première image, l'air, elle passe bien, elle rentre par le nez, elle va dans les poumons, puis elle revient. Quand il y a un ronflement, j'ai mis un auto, auto-slide, puis il n'aurait pas fallu. Donc, pour ce qui est du ronflement, c'est presque fermé, ce qui fait comme une vibration, ce qui crée le bruit qu'on entend du ronflement. Et survient parfois après ou non le ronflement, l'apnée, donc l'affaissement complet, 100% des voies respiratoires, il n'y a pas d'air qui passe. Puis que ça, quand ça arrive, mais ça réveille le cerveau, ce qui fait qu'on est fatigué ou qu'on a des symptômes. Donc, c'est un cercle vicieux, hein. Début du sommeil, on se ramollit. Après ça, c'est un ronflement, donc les voies respiratoires sont pas fermées, mais presque. Après ça, c'est 100% les voies respiratoires qui sont fermées. La respiration, elle est cessée. Et là, on va faire le saut, kicker des pieds, on va bouger. Puis là, le sommeil va être perturbé et on recommence en bas. Ça peut arriver plusieurs fois par heure. Juste pour vous donner une idée, si vous avez un diagnostic d'apnée de 30 de IAH, indice d'apnée d'hypopnée par heure, si vous avez 30, c'est 30 fois par heure que ça survient, donc par 60 minutes. Donc, c'est vraiment important. Donc, les symptômes précurseurs, ce qui peut vous alarmer que vous avez peut-être de l'apnée du sommeil, il y a des symptômes de jour, puis il y a des symptômes de nuit. Je m'excuse pour l'image, là, ça n'arrête pas de changer. Donc, les symptômes de jour, maux de tête, migraine, diminution de la mémoire, diminution de la concentration, de l'hypersomnolence, on s'endort un peu partout. Sommeil non récupérateur, on se réveille le matin comme si on n'avait pas dormi ou qu'on avait dormi sa corde à linge, comme on dit. Des troubles cognitifs, des troubles de l'humeur, l'irritabilité, l'épuisement, perte de libido également. Donc, ça, c'est des signes qui peuvent nous pousser à dire hey, je pense que je fais de l'apnée du sommeil. Il y a les signes aussi nocturnes, ronflement, ça, c'est vraiment le signe majeur. Sommeil agité. On se réveille le matin, les draps sont tous enlevés du lit tellement qu'on a bougé. Donc, ça, c'était des signes aussi.
Je m'excuse pour l'image. Donc, sommeil agité, transpiration, nicturie, donc aller souvent à la salle de bain la nuit, de l'angine nocturne, reflux gastrique. Des fois, ça peut être la conjointe aussi qui note l'apnée. Hey, t'as arrêté de respirer cette nuit. Donc, ça, c'est des choses qui peuvent arriver. Puis se réveiller avec une sensation là, d'étouffer, là, de paniquer. Donc, ça, c'est des symptômes qui peuvent arriver. Il y a toutes autres, il peut en avoir d'autres symptômes, mais c'est la majeure partie des symptômes qu'on voit. Il y a aussi des conséquences qui peuvent être révélatrices, qui peuvent être en lien avec l'apnée. Donc, tu sais, si on a eu un accident vasculaire, cérébral vasculaire, si on a du diabète, ça peut être des signes. C'est pas un symptôme, hein. Un symptôme, ça va être vraiment une maladie, quelque chose qui est ressenti, mais là, c'est vraiment comme un problème de santé qui peut être révélatrice. Donc, je trouvais ça important d'en glisser un mot, donc les ACV, diabète, problème cardiaque, l'hypertension. C'est vraiment des symptômes qui vont être vraiment très, très révélatrices au niveau de l'apnée du sommeil. Si on regarde le pourcentage de gens qui ont de l'hypertension artérielle et qui ont de l'apnée, c'est quand même important, là. 30 des patients qui font de l'apnée font de l'hypertension artérielle. Puis 50 des patients qui font de l'hypertension artérielle font de l'apnée. Donc, je trouve ça vraiment important. Donc, je crois que ça devrait être vraiment important de cibler si on n'a pas de diagnostic d'apnée, mais qu'on a une hypertension artérielle. Je vais en reparler plus tard. Je pense que ça vaut la peine d'aller un peu investiguer ici. Même chose pour l'apnée. Pas pour l'apnée, excusez-moi, pour le diabète. Donc, le diabète peut causer l'apnée. L'apnée peut causer le diabète, excusez-moi. Puis il y a quand même 86 des patients qui ont un diabète de type 2 qui font de l'apnée. C'est pour plusieurs raisons. Ça peut être au niveau du surplus de poids. Ça peut être aussi au niveau du mauvais contrôle ou du non-contrôle de l'apnée qui vient jouer avec le pH sanguin. Donc, les traitements de l'apnée du sommeil, bien, notre grand gagnant, c'est bien sûr, c'est la thérapie par pression positive. Ça peut être un CPAP, ça peut être un APAP, ça peut être un CPAP automatique. C'est toutes différentes appellations qu'il peut y avoir. Ça peut être un BiPAP. Donc, c'est la formule qui est la plus quantifiable, qui est la plus contrôlable. Puis à la longue, qui est la plus efficace. Donc, il y a d'autres traitements comme la prothèse d'avancement mandibulaire. Achetez pas ça sur Amazon. C'est pas fait pour votre mâchoire. Il faut que ça soit fait par un spécialiste avec les bonnes mesures pour pas briser votre mâchoire parce qu'on veut pas qu'en plus de faire de l'apnée, vous vous ramassez avec un problème de mâchoire. Ensuite, il y a la chirurgie que les médecins ne font de pratiquement plus. Donc, c'est vraiment tout aller couper, ils font ça au laser, couper le voile du palais, donc enlever toute la luette pour ouvrir encore plus les voies respiratoires. Je vous dirais que c'est pas vraiment recommandé parce qu'il y a beaucoup de risques de saignement, beaucoup de risques de contamination, hein. C'est la bouche, c'est par là qu'on mange les bactéries. Ça revient après 10 ans. Puis on ne peut pas refaire une autre chirurgie. Donc, vous revenez au même point de départ. C'est quand même très invasif. Donc, ça, les médecins n'en font presque plus. Et dans certains cas, on va aller vers la ceinture positionnelle. Donc, on voit sur l'image, le monsieur, il a une ceinture avec comme des blocs dans le dos pour empêcher de se retourner sur le dos. Ce n'est pas tous les patients qui ont un besoin d'aller vers cet appareil-là, ce dispositif-là, mais dans certains cas, ça peut être pratique. J'ai même eu des patients qui avaient une ceinture positionnelle avec un appareil CPAP, dépendamment de dépendamment du dossier, du cas, mais ça m'est déjà arrivé. Donc, le début de traitement, il peut y en avoir des symptômes qui restent. Il faut se donner le temps, OK? Il faut se donner le temps de s'habituer au traitement. Ça prend pas une semaine. Ça prend pas un mois des fois. Ça peut prendre jusqu'à 6 mois. Il faut vraiment prendre le temps. Je parle tout le temps avec les lunettes, hein. Les lunettes, je ne sais pas si vous en rappelez, mais au début, c'était donc fatigant en arrière des oreilles, le champ de vision, ou même ceux qui ont de l'oxygène, hein, au début, c'est un peu fatigant, puis à un moment donné, je pense que je ne l'ai plus. Ben oui, c'est juste qu'on est rendu habitué. Ça prend un temps à ça. OK? C'est vraiment prendre le temps de débuter le traitement. Ensuite, le choix du masque. C'est important aussi. Si on n'a pas le bon masque, on n'est pas confortable, on ne dort pas bien, les symptômes y reviennent. L'ajustement de l'humidité, l'ajustement des paramètres de confort et la durée de l'utilisation.
je vais tout redécortiquer ça un petit peu plus loin dans mes diapositives. Donc, les symptômes pendant le traitement, on se dit, ben, moi, je suis traitée, j'en aurai plus de symptômes. Malheureusement, non. Ça peut prendre, il y en a qui peuvent disparaître très rapidement. Il y en a qui peuvent disparaître après quelques temps et d'autres après quelques années. Puis il y en a d'autres qui, ça se peut qu'ils ne disparaissent pas. Je vais vous expliquer aussi pourquoi. Donc, le rappel sur les symptômes, je les ai tous énumérés tantôt, mais je voulais juste vous en rappeler quelques-uns parce on va repartir de ça pour vraiment décortiquer à savoir où est-ce qu'on a besoin d'aller travailler pour en fait corriger ces symptômes-là. Donc, la première chose, c'est se questionner. OK? Vous allez beau voir votre pharmacien, votre inhalothérapeute, mais ça se peut que vous-même, en vous questionnant, en notant un petit peu des points, vous réussissez à trouver la réponse. OK? Ça ne prend pas toujours un médecin, une infirmière, un allothérapeute pour trouver la réponse. Souvent, vous les avez. En pratique, quand je voyais mes patients dans le bureau, ben, je leur posais la question, puis ils trouvaient la réponse toute seuls. Ils sont venus à un rendez-vous, des fois dans une tempête de neige, puis ils ont trouvé eux-mêmes la réponse. Fait que des fois, vous l'avez, votre réponse. Donc, c'est juste de savoir c'est quoi la question que je dois me poser. Donc, c'est c'est quand ça arrive aux symptômes. Est-ce que vos symptômes arrivent au réveil, dans la nuit ou dans le jour? Parce que si ça arrive dans le jour, c'est peut-être pas un, dépendamment c'est quoi, mais c'est peut-être pas un symptôme lié vraiment avec l'appareil ou le traitement. Combien d'heures vous portez l'appareil versus combien d'heures que vous dormez? Parce qu'il y en a qui me disent, ben, moi, je porte l'appareil 6 heures de temps. Je comprends pas que je suis fatiguée. OK, mais tu le portes pendant 6 heures de temps, mais combien de temps que tu dors? Ben, je le porte pendant 6 heures, puis après ça, je l'enlève, puis je redors 4 heures. Ben, c'est ça marche pas à ce moment-là. OK? Il faut le mettre du début à la fin. OK? C'est comme si je dis, ah, j'ai porté mes lunettes toute la journée, je vais les enlever après le souper, je n'ai plus besoin. Je pense pas. Je pense qu'on en a encore de besoin. C'est tout le temps. OK? C'est mécanique, c'est pas chimique. Donc, on le met, ça corrige, on le met pas, ça corrige pas. Donc, ça, c'est important de regarder le nombre d'heures que vous portez. Est-ce que vous avez un autre problème de santé connexe qui contribue à ce symptôme, comme le diabète et la sécheresse buccale? Ça, je l'ai vu énormément de fois. OK? Patients qui arrivent qui me disent, ouais, mais j'ai la bouche sèche. OK? Est-ce que vous avez toujours eu la bouche sèche? Oui, oui, j'ai toujours eu la bouche sèche. OK? Bien, là, on questionne, faites-vous du diabète? Oui, bien, on est là. Peut-être qu'il faut contrôler votre diabète. Donc, en contrôlant le diabète, on est capable d'aller contrôler la sécheresse buccale. Des fois, oui, des fois, non. Mais ça, ça reste à voir dans chaque cas. Est-ce que c'est la médication qui pourrait être en cause? Est-ce que vous avez une nouvelle médication qui a été ajoutée? Êtes-vous en sevrage de médication? Puis prenez-vous des nouveaux produits naturels ou autre chose. Ça peut avoir un impact. Je n'ai pas rajouté, mais je pourrais rajouter aussi l'alimentation. Avez-vous changé quelque chose dans votre alimentation? Si vous mangez jamais salé, puis que là, tout d'un coup, vous vous mettez à saler tout ce que vous mangez, ça a un impact. L'inverse aussi, vous mangiez tout le temps salé et vous l'avez coupé, ça peut avoir aussi un impact. Donc, c'est de là à se questionner. Est-ce que mon état de santé a changé? Avez-vous eu un nouveau diagnostic? Ça aussi, je l'ai vu souvent. Donc, c'est important euh, de voir ça. Les pistes de solution. Ça va être important de corriger vos fuites également, les fuites du masque. Quand on met le masque, l'air elle peut sortir autour. Donc, c'est important de corriger ça pour voir 100% que vos symptômes soient corrigés. Optimiser le temps d'utilisation. C'est important de s'assurer que le temps que vous le portez, c'est le temps que vous dormez. Si vous dormez 6 heures avec, vous vous levez puis vous êtes encore fatigué, peut-être parce que vous avez besoin de 7 heures ou 8 heures de sommeil. La prise de pression artérielle au réveil versus le soir, ça peut vous donner un indice aussi. Parce que si vous vous réveillez le matin, ça peut être un indice aussi avec les maux de tête. Si vous vous réveillez le matin avec un gros mal de tête, pensez à prendre votre pression. Si votre pression elle est très haute, peut-être parce que votre traitement, il a besoin d'être réajusté. Votre traitement, je parle de l'apnée du sommeil. Si vous voyez une différence entre la pression artérielle le matin qui est très, très haute et le soir qui est plus normale, ça donne encore plus un indice. Mais ça, notez-le.
C'est important de noter ces prises-là parce que ça va aider le médecin, ça va lui donner, en fait, ce qu'on dit du jambon autour de l'os pour vraiment vous diagnostiquer, vous aider avec votre traitement. Donc, des fois, il faut ajuster les paramètres de traitement. Des fois, il faut ajuster l'humidité. Nettoyage quotidien et hebdomadaire de vos accessoires, c'est super important, ça aussi. Parce que ça, si vous ne nettoyez pas vos accessoires, mais là, ça fait plus de fuite, moins de pression, plus de symptômes. Donc, ça va être important. Tout comme la pression artérielle, le niveau de glycémie, ça peut être aussi un indice. Si vous vous levez le matin puis votre glycémie, votre taux de sucre super haut le matin, puis que le soir, il revient plus normal, c'est peut-être un indice aussi que la pression de votre appareil elle a besoin d'être corrigée. Remplacement des accessoires selon le fabricant. C'est important. Ça aussi, tout comme le nettoyage quotidien hebdomadaire, là, ça réside ensemble. C'est important de bien remplacer les choses pour que le traitement soit optimal. Avoir une bonne hygiène de sommeil, ça, c'était une conférence que j'ai donnée qui va être sur le lien dans le catalogue YouTube de l'Association pulmonaire. C'était vraiment intéressant. Vous irez voir un peu, si jamais c'est des questions que vous avez sur l'hygiène de sommeil, c'est quoi? Ben, c'est des conseils qui vont aider à avoir un sommeil récupérateur et efficace, des saines habitudes de vie physique, psychologique pour avoir un environnement, un sommeil qui est beaucoup plus récupérateur. Le journal de sommeil, ça, j'en parle aussi dans ma conférence sur l'hygiène de sommeil. C'est quelque chose que je recommande tout le temps. Dès qu'on a un problème, commencez tout de suite le journal de sommeil. Ça peut être sur une feuille blanche, ça peut être dans un calendrier, ça peut être dans un calepin. Il y a des beaux journaux qui se vendent aussi que j'ai vu passer sur Internet. Comme moi, personnellement, j'aime ça quand c'est un beau journal, puis j'écris, là, on dirait que c'est plus motivant à écrire, mais ça peut être sur une feuille blanche aussi. Vous écrivez, ciblez les choses qui sont importantes. L'heure du coucher, l'heure du lever. Comment s'est passée votre nuit? Est-ce que c'était une nuit agitée? Est-ce que vous avez fait des cauchemars? Est-ce que vous avez dû prendre de la médication pour dormir? Comment ça s'est passé dans le jour? Comment ça s'est passé le réveil? Ça peut vraiment aider au médecin à trouver une solution pour corriger les symptômes qui restent. Consulter les professionnels de la santé. Euh, je trouve ça quand même important, en étant moi-même une professionnelle de la santé, mais aussi de ne pas demander à Docteur Google. OK? Souvent, les gens ont tendance à faire ça. Ou écrire sur des forums, j'ai telle affaire, mais ça ne veut pas dire que c'est la même chose pour un que pour l'autre. Donc, ça le dit professionnel de la santé. Donc, on est là pour vous aider, pour vous guider dans votre traitement, que ce soit l'inhalothérapeute de votre clinique de sommeil, votre pharmacien. Je pense que le pharmacien il est un peu oublié des fois, mais il est vraiment important. Votre infirmière, votre pneumologue, votre médecin de famille, votre dentiste, votre psychologue, là, je m'excuse, j'ai une erreur dans mon mot, et votre partenaire de vie. Votre partenaire de vie, des fois, ça fait longtemps qu'on est avec la personne, donc elle peut vous aider. Tu faisais pas ça avant, maintenant tu fais ça, ou avant, ça peut peut-être t'aider. Donc, ça peut en discuter, ça peut être vraiment une bonne idée. Ça fait pas partie des professionnels de la santé, mais je trouvais ça quand même important. Donc, sur les appareils maintenant, les modèles récents, il y a une application qui est possible d'avoir pour suivre votre traitement. Donc, ça, je pense que c'est encore, même si ça fait quelques années que ça existe, je pense que c'est encore sous-utilisé. Souvent, les gens, ça leur fait peur. Je veux pas, ça va être compliqué. C'est vraiment facile. C'est vraiment fait pour monsieur, madame, tout le monde, là, pour vraiment voir le traitement, comprendre ce qui se passe. Donc, c'est bien. Il y a l'application de ResMed qui s'appelle MyAir qui donne une note sur 100. Avec la note sur 100, on comprend vite si c'est bien ou si c'est pas bien. C'est comme à l'école. Puis la note sur 100 est décortiquée à savoir si c'est le temps d'utilisation, si c'est les fuites, si c'est les apnées ou parce que vous avez enlevé trop souvent le masque. Donc, vous savez où aller travailler si jamais vous avez de la fatigue puis que ça continue. Vous voyez où aller travailler. Ça vous aide, ça vous donne des indices. Il y a même des bibliothèques de vidéos pour vous aider. Donc, c'est vraiment intéressant. Puis Philips aussi a sa propre application qui peut vous donner des informations ou aussi ont des bibliothèques de vidéos, des guides qui peuvent être intéressants. Donc,
C'est tout ce qui fait le tour de ma conférence. J'espère que vous avez aimé, que vous avez appris des choses. C'était un petit tour rapido. J'espère que vous avez, c'est ça, bien compris, que les questions, si vous en avez, ça va me faire plaisir. Puis, je vous souhaite de passer une belle soirée. Dormez bien, puis au plaisir de vous voir.